c'est que le président Mobutu va à la tribune des Nations Unies en décembre 1973. Et là, il critique sévèrement le système de colonialisme qui régnait encore dans le monde et principalement sur certains pays africains. Cela va lui attirer des ennuis du monde occidental et principalement de l'Amérique et d'Israël. Que ce soit un président de grande taille, ceux qui parlent, et puis il y a des gens qui disent, mais d'où vient-il ce président-là qui a parlé? On le dit Zaïre. C'est quoi Zaïre? Oh, ils ont été? Ils avaient le numéro été? Non, c'est micro finalement. Pierre Célestin Kabala Mwanamboui. J'aime bien rajouter Mwadian Vita. J'étais le coordonnateur de la commission presse, l'une des structures essentielles du comité d'organisation qui était piloté par M. Mandungu Bula Niati, qui était le conseiller principal du président de la République. Il est secondé par M. Kaninda Chimpumpu, Hubert, sont tous décédés, vous le savez, et nous avions deux branches dans plusieurs spécialités. Il y avait la technique, et leur adjoint en plus c'était Lucien Chimpumpu qui lui coordonnait toute l'activité extérieure et de la communication. Et nous avions ceux qui étaient chargés de la télécommunication, ceux du tourisme, dans le tourisme il y avait l'hôtellerie, et ceux qui étaient chargés du festival de musique afro-américaine, notamment feu Lukunku Sampu. Et nous étions dans plusieurs commissions comme ça, transport, accueil, hébergement, ainsi de suite. Et moi, j'étais le coordonnateur de la commission presse. Pourquoi est-ce qu'il était nécessaire? Quand nous faisons du recul, nous trouvons que oui, c'était nécessaire. Et il suffit de savoir pourquoi et comment cela est-il arrivé. C'est que le président Mobutu va à la tribune des Nations Unies en décembre 1973. Et là, il critique sévèrement le système de colonialisme qui régnait encore dans le monde et principalement sur certains pays africains. Et le racisme qui régnait encore dans le monde, notamment en Afrique du Sud. Et il critique le monde occidental qui faisait de l'injustice vis-à-vis des gens de ce qu'on appelait le tiers-monde, et principalement les gens de race noire. Alors cela va lui attirer des ennuis du monde occidental, et principalement de l'Amérique et d'Israël, parce que ce sont les deux pays qu'il avait portés à bras le corps dans son pouvoir. Et le lobby juif qui avait même formé la brigade présidentielle, et le président l'avait pris en sandwich, et cela par rapport à l'Égypte, parce qu'il y avait la guerre de Kippour, la guerre entre l'Égypte et Israël. Et il avait terminé son propos en disant qu'entre un frère et un ami, le choix était clair. Et il avait choisi pour l'Égypte. Le choix porté sur l'Égypte lui a attiré des ennuis. Et le pays a été soumis à des dures épreuves sur le plan économique, sur le plan financier. On avait privé le pays d'un peu de tout. On avait rabattu même le prix du cuivre que faisait la puissance du Zaïre en ces moments-là. Et même d'autres produits ont trouvé des produits de substitution qui avaient affaibli le président
Mobutu. Et comme le président avait changé l'appellation du pays, qui était Congo, et qui, en 73, au moment où il allait à la tribune des Nations Unies, il avait rebaptisé au nom de Zaïre. Il y avait beaucoup de responsables dans le monde qui ne retrouvaient pas le nom Zaïre, qui ne savaient pas retrouver et situer ce pays sur la carte du monde. Et ça lui a fait des soucis. Que ce soit un président de grande taille, celui qui parle, et puis il y a des gens qui disent, mais d'où vient-il ce président-là qui a parlé? On le dit Zaïre. C'est quoi Zaïre? Alors il y avait des gens qui symbolisaient le Zaïre par des troubles, par, qu'est-ce que je peux dire, la jungle. C'est encore la jungle où les gens se retrouvent encore avec des queues. Ils marchent nus. Et ce président-là est un dictateur. Et on disait que, pour certains, mais c'est la bombe d'Hiroshima, l'origine de la bombe d'Hiroshima. Alors pour d'autres, ils se disaient, c'est de là qu'est venu Lumumba. Voilà comment ça fait de probable un choc psychologique au président Mobutu. Alors, le président quitte New York. Quelques jours après, il va dans le monde arabe pour confirmer son affection et ses affinités avec le monde arabe. Dans l'entretemps, il y a Cassius Clay, qui des années auparavant a été déchu de son titre de champion du monde, et c'est là pour avoir refusé d'aller combattre au Vietnam. Il sera emprisonné, et quand il a terminé son emprisonnement, il va sortir de là en se disant qu'il avait changé et de liberté confessionnelle. Il va se convertir à l'islam et il va changer de nom. De Cassius Clay, il va prendre un nom musulman, Mohamed Ali. En prison, Ali était en compagnie de Don King, qui était devenu un grand organisateur de boxe, mais qui lui aussi était emprisonné pour avoir donné la mort à un blanc qu'il avait insulté, qu'il avait traité de nègre, et c'est là par un coup de poing. Voilà que ces gens vont se liguer, ils vont dire que Ali devait reconquérir son titre par tous les moyens, et c'est là pour relever les défis de la justice américaine, et qu'il avait ainsi sanctionné parce que simplement il était noir. Et Ali prônait la dignité de l'homme noir. Et c'est là l'exemple de Martin Luther King aux États-Unis d'Amérique. Et après avoir pris cette option, Ali va aussi quitter l'Amérique pour le monde arabe. Et c'est là pour aller remercier ses frères musulmans. Et ce n'est pas simplement une coïncidence qu'ils vont se retrouver en Égypte, principalement au Caire, février 1974. Et nous, les journalistes, nous sommes au Caire à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est nous qui découvrons qu'Ali était en séjour là-bas. Et nous apprendrons par la suite que le président Mobutu venait d'arriver. On a informé notre chancellerie qui va en informer le président de la République. Il s'est vite fait de chercher à rencontrer Ali. Il l'a fait, je crois l'hôtel devait s'appeler Hôtel Excelsior du Caire. Ils se sont rencontrés, il lui a posé son problème et Ali ne le reconnaissait pas. Puis il lui a expliqué que c'était le président qui est passé à la tribune des Nations Unies avec sa toque de léopard. Il dit, oh non, mais oui, mais... Parce qu'Ali, en venant, lui, son problème, c'était de reconquérir son titre en terre des ancêtres, mais alors il ne connaissait que Abidjan, la Côte d'Ivoire, et le président Houphouët-Boigny. Et le président Mobutu va les convaincre de venir boxer à Kinshasa. Il va accepter. Dans le chef du président Mobutu, c'était la visibilité et le défi à relever vis-à-vis du monde qui lui avait tourné le dos. Il lui fallait un grand coup médiatique pour faire valoir son régime. Et quand Ali a accepté, le président va décider sur le champ d'organiser
le combat en septembre 1974. Imaginez-vous, 7 mois seulement de préparatifs. Mais c'est quelque chose que même l'Europe n'avait pas organisé auparavant. Les combats, titre de champion du monde de poids lourd, ne s'est déroulé que dans les Amériques et quelque peu au Mexique. Et voilà, le président va dire, les journalistes, vous avez une grande charge, il nous faut absolument qu'on réussisse ce pari. Il va vite prendre son avion, rentrer à Kinshasa, et nous restons pour la Coupe d'Afrique des Nations. Aussitôt qu'on a terminé, on a remporté le trophée, et Léopard évidemment. Nous revenons à Kinshasa, on dit, vous n'avez pas le temps de festoyer, mettez-vous à l'œuvre, il faut que ça réussisse. Ça nous tombe sur la tête. Et le leader requis, Lucien Chimpumpu, parce qu'à la présidence de la République, évidemment, le président du comité d'organisation, Mandungu Boulagnati, a bien accepté la charge, mais s'est dit qu'il ne connaissait pas grand-chose de la boxe. Donc, il devait s'appuyer sur la presse sportive. La presse sportive, c'était le leader, en ce moment-là, Lucien Chimpumpu. Voilà comment nous sommes mêlés à cela et nous avons joué un très grand rôle. Parce qu'il fallait travailler durement d'abord à définir les structures de cette organisation. Et la délégation de Don King est arrivée ici. Nous a également édifié sur les installations sportives et les équipements qu'il fallait avoir. Et ils sont repartis pour mobiliser les gens là-bas. Et Lucien est allé avec une équipe de la RTNC, d'abord pour apprendre l'anglais américain dans l'espace d'un mois, et puis organiser les structures sur le champ, les structures de communication, donc ce qu'on appelle les personnes de ressources, pour nous envoyer des informations sur l'évolution des préparatifs de Foreman et Ali. Il a rencontré Ali dans son camp d'entraînement, tout comme Foreman, et voilà comment elle s'était organisée. Et cependant, ce que l'on doit retenir, l'Europe s'est liguée contre l'organisation, la tenue de ces combats à Kinshasa. Tous les pays d'Europe, d'abord par le fait qu'ils n'avaient pas encore organisé un tel combat là-bas, aucune expérience, aucune expertise, et qu'en plus à Kinshasa, il y avait des cadavres qui jonchaient les rues, ce sont les Européens qui parlent, que le stade avait servi de champ d'abattoir pour les opposants, et qu'ici chez nous, il y avait la crise, et qu'il n'y avait pas à manger patati patata. Alors Lucien Chimpumpu était obligé d'aller à Londres, parce qu'il était le président de l'Union des journalistes sportifs africains. Il a tenu une série de conférences pour convaincre la presse sportive européenne. Le président de l'Union syndicale de la presse sportive européenne était son ami et il les a convaincus de venir à Kinshasa. Et chaque fois qu'on lui posait la question, mais oui, il y a l'insécurité, nous devons dire ce que nous voulons. Oui, il dit, monsieur, vous viendrez là-bas, celui qui veut être sécurisé en plus de ce que nous avons, je mets à sa disposition un peloton. À chaque fois qu'on lui posait les cales, il disait non problème. Alors on l'avait surnommé monsieur non problème. Et ils ont dû signer la liste de ceux qui voulaient venir ici. Et ils étaient nombreux qui avaient accepté à la suite de cette campagne de désintoxication de ceux qui ne voulaient pas que ça se passe ici. Et parmi les grandes vedettes et qui s'étaient liguées contre la tenue du combat ici, il y avait l'artiste espagnol Julio Iglesias et il y avait également l'artiste Alain Delon. Il avait dit qu'il préférait mieux aller jouer devant la jungle que d'aller à Kinshasa. D'où ce que les gens appellent ici Rubending. Et c'était péjoratif pour nous, il a fallu une grande campagne pour prouver que nous n'étions pas une jungle, que nous étions un pays digne de ce que nous devions faire. Voilà comment le combat s'est déroulé ici. On peut y aller. Affirmatif et de très belles manières. Et les témoignages qui s'en sont suivis étaient éloquents.
comment est-ce que ça en est sorti? Imaginez-vous, plus d'une centaine de décennies, une année passée, et il y a eu la traite de Noirs. On a amené les Noirs aux États-Unis d'Amérique. Et que ce soit pour la première fois, que les Noirs reviennent sur un seul Africain en masse. Parce que il y a eu le retour à leur pays, au pays des ancêtres. Et c'était les artistes et musiciens de grand renom. Imaginez-vous, toutes les grandes vedettes et qui valaient mieux qu'Alain Delon ou Julio Iglesias. Et les James Brown, Johnny Pacheco, Barry White, Aretha Franklin, Myriam Makeba, il y a eu Manu Dibango, toutes les vedettes du monde, Hugues Masekela, toutes les vedettes du monde noir sont venus ici, se sont produits au stade du 20 mai en ce moment-là, pendant 3 jours et nuits. Et cela a été retransmis à travers les antennes de l'OZRT, l'Office zaïrois de radiodiffusion des télévisions. Et vous avez à côté les vedettes congolaises, évidemment. Les Franco, les Rocho, les Abeti Masikini, les Lita Bembo, les Trio Madjessi, j'en passe, et les meilleurs. C'était un événement historique. Pour parler de la boxe, il y a eu la présence sur le sol de Kinshasa de 5 anciens champions du monde, tous des Afro-Américains. Et cela n'était pas encore arrivé. Toute l'organisation était tenue par des compatriotes, des Zaïrois en ce moment-là. Nous n'étions que les enfants de notre pays. Dans le comité d'organisation, nous avions réalisé des exploits inédits sur le plan touristique. Pour la première fois, Kinshasa était devenue la meilleure destination touristique du monde. Et cela a duré 10 ans, pendant lesquels aucun pays ne nous avait dépassé. Parce que les gens venaient pour découvrir où s'était déroulé le combat Foreman Ali. Et nous avions renforcé la capacité de l'industrie hôtelière. Nous avions atteint un niveau que d'autres pays africains n'avaient pas encore atteint. Et c'est comme ça que nous avions reçu beaucoup de visiteurs ici. Et l'éclairage public avait rendu Kinshasa ville lumière. On pouvait aller jusqu'à Kinkole, plutôt à Nsele et à Maluku. La nuit comme le jour, on était en sécurité. Et en dehors de cela, nous avions porté la capacité de télécommunication de 4 à 6 lignes. Et sur le plan de télévision, nous avions réalisé des exploits terribles parce que les journalistes qui étaient venus étaient en mesure d'envoyer leurs images, chacune comme elle veut en particulier, parce que nous avions la station terrienne de Lansele. Les défis étaient donc relevés. Et c'est ce que le président américain, en ce temps-là, a souligné. Edgar Faure, il enverra un message au président Mobutu pour lui dire « Oui, c'est vrai que nous n'avions jamais donné la moindre chance à Kinshasa de réussir, mais le pari est tenu. J'ai personnellement assisté dans mon studio privé à la retransmission du festival de musique et au combat du début à la fin. Je vous félicite, non seulement pour la qualité de l'organisation, et aussi pour la qualité de la retransmission des images en direct. Je pensais que c'était fait avec l'appui d'une structure étrangère. Je vais constater qu'il n'y avait que vos compatriotes. Je vous en félicite et le défi est relevé. C'est un sanglant démenti pour tout ce qui était dit contre nous.
Lorsque les commandants d'aviation, Ilunga et Diasoloa, sont allés aux États-Unis pour prendre Ali et Foreman, chacun à son tour évidemment, dans notre avion, le DC-10. Lorsqu'Ali est entré dans l'avion, il a cherché à savoir qui pilotait cet avion-là. Il a constaté que c'était un équipage complètement négro. Il a demandé, mais où sont les pilotes? Les commandants ont dit, nous voici. Il dit, ce n'est pas vrai. Vous, mais moi, on m'a éduqué en me disant que le noir n'était pas encore capable de tels exploits. Comment est-ce que vous pouvez... Si, nous avions été formés et nous sommes même venus en formation ici. Il tient la tête, il dit, voilà pourquoi j'écris à l'injustice. Voilà pourquoi j'ai dit que la justice américaine est injuste. Pourquoi nous fait-on croire, alors qu'il y a des pilotes américains qui ne sont pas encore arrivés au point de piloter un tel carlingue, et il est entré, il a voyagé dans la cabine de pilotage pour être sûr que c'était eux qui pilotaient. Et chaque fois, il posait des questions. Quand ils ont décollé, il a demandé, il les regardait, il était tout étonné. Et quand ils ont survolé les océans et les mers, et arrivé ici, en embrassant la terre à Njili, il a dit, je suis l'homme le plus comblé et je pense que ma lutte trouve son explication ici. Il a embrassé, il dit, c'est la terre de mes ancêtres. Et en blaguant comme toujours, il dit, Foreman sera un étranger ici à Kinshasa. Moi, je suis rentré sur la terre de mes ancêtres. C'est que les gens qui ne savaient pas situer le nom Zaïre sur la carte du monde. Mais au fur et à mesure que les images passaient sur les télévisions mondiales, et au terme du combat, à la fin du combat, lorsqu'Ali a reconquis son titre, eh bien, chaque fois que les gens quittaient ce pays pour aller en Amérique, et même en Amérique, toutes les conversations, c'était autour de ces combats. You know, do you from? Oh, Kinshasa. Oh, we know, Kinshasa. Foreman Ali. Oh, was the best. Vous voyez? Et Kinshasa a relevé le défi. Et il y a eu brassage, non seulement au niveau artistique, mais aussi dans la culture culinaire. Les Américains ont apprécié les mets congolais qu'ils ont trouvés ici. Et quand ils sont rentrés, ils ont amené cela chez eux. Ils ont apprécié l'accoutrement de la bakos et des boubous, et ils ont amené cela chez eux. Donc voilà, qu'il y avait bien des raisons de le faire, et que le président Mobutu avait atteint son objectif, et son coup était bien réussi, sauf sur le plan économique. Avant d'accepter l'organisation du combat, ou décider de l'organisation du combat ici, Don King lui a dit, mais monsieur le président, mais ça coûte cher, est-ce que vous serez en mesure d'assumer ces charges-là? Le président Mobutu a regardé Ali, il a regardé Foreman, il a regardé Bundi, son homme de coin, et puis il a regardé Hugues Masekela, a dit, la réputation, l'honneur de mon pays n'ont pas de prix. Voilà. Et il a mis du paquet. Bien qu'au départ, Masekela est un Allemand qui vivait ici, parmi ses confidents, et une dame qui vendait des mobiliers plutôt, New Form. Elle s'était portée pour soutenir le président. On a dit non, tout doit être supporté par mon pays. La note était salée, c'est bien vrai, mais lui-même a dit que l'honneur de son pays n'avait pas de prix. Il s'est assumé. Et pour y parvenir, en dehors de ce que les trésors publics a sorti en espèces sonnantes et trébuchantes, mais il a fait participer le pays à l'achèvement de travaux, de construction de certains hôtels à la cité, et même de certaines villas qui ont reçu des visiteurs.
Je dis sur le plan économique, peut-être non, parce que les retombées financières n'étaient pas à la hauteur des dépenses qui ont été engagées. Imaginez-vous, le Trésor public avait dégagé plus de 10 millions de dollars. Boxeur avec 5 millions chacun. Et puis, tout ce qu'on a eu comme dépenses à faire, les recettes venant des États-Unis, parce que c'est principalement aux États-Unis que des studios entiers ont été réservés pour la réception des images du combat. Et c'est pour cela d'ailleurs que le combat s'est déroulé à 4 heures du matin. C'était pour permettre au grand public américain de suivre ces combats-là en direct. Mais cela n'a pas été égal à ce qui a été dépensé. Et cela n'était pas égal à l'honneur, à la réputation du nom du Zaïre, qui a été reconnu en ce moment-là et connu du monde entier. D'abord, je dois vous dire que le combat devait se dérouler le 30 septembre, mais c'est à quelques jours du combat que Foreman s'est fait blesser à l'arcade sourcilière gauche et on avait reporté ces combats. Et le président avait décidé de garder tous les visiteurs qui étaient déjà sur place, qui devaient rester ici. Et les soins de Foreman ont été pris en charge par le Trésor public. Le président a mis à sa disposition tous les meilleurs médecins que nous avions dans notre pays. Alors, le combat s'est terminé au 8e round, calculé 3 rounds pour chaque, 3 minutes pour chaque round, et voilà comment ça s'est passé. Et c'était terminé. Foreman avait tout fait pour défier Ali. Il a voulu se relever lorsqu'il était envoyé au tapis, il n'a pas pu, et ça s'est terminé au 8e round. Lui qui mettait les gens KO tout au plus au 3e round, et c'est la première fois qu'il était envoyé au sol d'une manière abracadabrante, et c'est là au 8e round. Look at Ali, continues to talk.